Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous prolongeons notre analyse du préambule de la Constitution de 1946, incorporé via la notion de bloc constitutionnel dans la Constitution en vigueur de la Ve République. Aujourd'hui, nous traitons l'article 16, dont je vais commencer par vous donner lecture. La France forme, avec les peuples d'outre-mer, une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Point. Fin de cet article. Cet article pose la base de l'Union française. L'Union française, c'est-à-dire de l'organisation politique de la France et de son empire colonial créé par la Constitution de la Quatrième République. On notera la légèreté de cet article, puisqu'en proclamant l'égalité des droits, tous les peuples agrégés par l'Union française devenaient ainsi des citoyens français. Et par ricochet, par voie de conséquence, ce statut unique abolissait l'indigénat. C'est la fusion de peuples extrêmement divers en une seule nation. C'est-à-dire d'une volonté politique commune de s'unir qui forme la légèreté de cet article. En effet, comment tous ces peuples pouvaient-ils converger dans une même direction pour faire nation? Une formulation plus réaliste aurait, à minima, visé l'instauration d'un État fédéral. Cette légèreté a conduit aux guerres et autres conflits et frictions marquant l'histoire de la décolonisation française. En effet, dans les faits, cette résolution n'a jamais été appliquée et était sans doute inapplicable. Aussi, on attribuera un point de pénalité pour inefficience de cet article. Par ailleurs, il n'est pas clair ici si la notion de peuple évoquée présentement dans cet article concerne les individus ou les peuples en tant que tels, voire les nations comme le suggère l'article 17 ou les deux comme le spécifie l'article 18. Aussi, on attribuera un second point de pénalité pour imprécision à cet article 16. Je précise que les articles 17 et 18 seront étudiés conjointement lors d'une prochaine émission. Messieurs, voilà donc mon analyse que je vous livre de l'article 16, que je peux vous remémorer si vous le souhaitez, avant de vous donner la parole. La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Qui veut commencer? Christian Leroux. Alors, ce préambule a été écrit en 1946, mais peu importe, puisqu'il est entré en vigueur en 71, donc il est applicable en 71. Il dit les peuples d'outre-mer. Alors, je m'étonne, Luc, que tu n'aies pas relevé cette incroyable imprécision des peuples d'outre-mer. Peuples d'outre-mer, dire tout ce qui n'est pas la France, ça fait partie de... Bon, donc c'est absurde. Bon, là, c'est une pénalité pour absurdité de la syntaxe de la phrase. Bon. Alors, admettons que, alors, bon, après avoir pénalisé ainsi,
cette phrase. On va dire que on va rectifier, c'est les colonies. Bon. Donc, si on la lit en 71, ce qui reste des colonies. Voilà. Donc, OK. Ceci ayant été rectifié. Alors, toujours pareil, au point de vue méthodologique, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord, bien sûr, avec la critique absolue de cet article, mais je ne suis pas d'accord au niveau méthodologique quand je dis pénalité pour inefficience. Encore une fois, bon, il ne s'agit pas de savoir si cet article est inefficace, c'est-à-dire s'il a été appliqué ou pas appliqué. Si on dit, l'article dit les peuples d'outre-mer, enfin ceux qui restent de l'Empire, bon, bah, c'est comme les métros, hein, les Algériens, c'est comme les métros. Hein, et bah non, en 71, il y avait plus. En 71, il reste plus que les Antilles, Madagascar, trucs comme ça. Bon, c'est comme si on va prendre les Antilles, par exemple Martinique et Guadeloupe, c'est comme les métros. Et puis, dans la réalité, on constate que c'est pas vrai, donc on met une pénalité. Non, non, c'est toujours la même chose. C'est que si on constate objectivement que les habitants de la Martinique et de la Guadeloupe et de Marie-Galante et de Saint-Martin bon, sont pas traités de la même façon que les métros, bon, il faut engager une action au nom de la Constitution et pas dire la Constitution est inefficace. Voilà. Donc de ce point de vue-là, affirmer que tous les départements et territoires d'outre-mer, c'est-à-dire ceux qui sont répertoriés, hein, que les ressortissants de ces habitants ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, affirmer, bon, c'est une chose bien, hein, que que j'approuve, et que il faut justement utiliser en tant que norme et référence constitutionnelle pour aller débusquer toutes les dispositions réglementaires ou législatives qui établissent une discrimination. Ok, Christian, c'est tout? Oui. Jean-Charles. Bien, ben, vraiment, comment dire, cet article, oui, vraiment, il est d'une imprécision. Enfin, c'est-à-dire qu'il prouve vraiment que ce sont des cancres qui ont écrit le préambule et puis beaucoup d'articles. En fait, vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que c'est la légèreté est dans l'écriture, elle est à tous les niveaux. Tu as parlé de légèreté, Luc. Alors, la France forme avec les peuples d'outre-mer. Donc, on vient de le commenter. Déjà, on se rend compte que ça voudrait dire que les peuples d'outre-mer ne font pas partie du peuple de France et qui pourtant est un et indivisible. Enfin, voilà, ça dénote d'une inconséquence totale par rapport à ce qui est écrit dans les autres supports du bloc constitutionnel. Donc, on comprend que les peuples d'outre-mer donc ne sont pas la France, puisque c'est avec les peuples d'outre-mer. Donc, ça rompt avec toutes les déclarations, les volontés politiques ou les volontés d'affichage autour de ces citoyens qui normalement font partie de la France. Donc ça souligne, ça écrit que les peuples d'outre-mer ne sont pas du peuple de France, hein, si on a le besoin de l'écrire de cette façon. Voilà, je trouve ça aberrant d'un point de vue politique, ces personnes qui ont fait des études et qui font toujours très attention à ce qu'elles peuvent dire et de la façon dont elles le disent, jusqu'à passer par la langue de bois, machin, etc. Enfin bon, les langages, ils connaissent, les mots, ils connaissent, et pour autant, à cet endroit-là, ils sont complètement dans le décor. Par rapport à leur affichage, est-ce qu'il faut afficher en politique? C'est de dire que les citoyens français
même ceux d'outre-mer. C'est pas parce qu'ils habitent. Donc à ce moment-là, on pourrait, je sais pas, parler du peuple de l'île de Saint, du peuple de l'île de Ré. S'il suffit d'habiter une île pour être être considéré comme à côté, avec. Enfin, il faut le mot avec pour intégrer ces personnes à la France. Enfin, je trouve ça aberrant, vraiment aberrant et même limite scandaleux. Donc ensuite, la France forme avec les peuples d'outre-mer. Ça voudrait dire que leur définition du peuple de France, c'est la France. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils ont utilisé le mot France, ça dirait le peuple de France. Bon, il faudrait un petit peu vérifier la chose, mais la cohérence des termes utilisés les uns après les autres, dans l'article 17, là je vois, puisque je suis en train de le lire, l'Union française, derrière, voilà, l'Union française est composée de nations et de peuples. Bon, ça sera l'article 17, mais enfin, toujours cette espèce d'errance, c'est des déclarations, des utilisations de mots erratiques, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, avec les peuples, forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité. Donc, union. Tout d'un coup, on se rend compte que la France serait une union. Bon, bah pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce qu'on a parlé du fait que la France serait, je sais pas, donc une union? On ne sait pas d'où ça sort, donc il y a un sous-entendu de fédéraliste, on ne sait pas, ça tombe comme ça. C'est vraiment des cancres qui ont écrit ça. On ne sait pas de quoi ils parlent. Ensuite, fondé sur l'égalité des droits et des devoirs, bon ben là c'est toujours la même injonction à cette égalité. Bon, ça fait partie des déclarations des droits de l'homme de la France, etc. Donc là, on va laisser courir, on va laisser passer. Donc oui, on est d'accord, l'égalité des droits et des devoirs, on peut avaliser cette formule, mais qui est perdue au milieu de tellement d'incohérences. Ensuite, après, sans distinction de race ni de religion, ça rappelle la Déclaration des droits de l'homme. On peut rajouter d'autres choses comme distinction de genre, etc. Mais là, maintenant, c'est la modernité qui me fait parler. Mais enfin, voilà. Donc, voilà, je trouve ça complètement hallucinant. Et puis, ensuite, il y a le fait que les articles 17 et 18 parlent un petit peu de la même chose. Et on se demande comment ils ont déplié ce qu'ils avaient à dire. Et on ne sait pas ce qu'ils avaient à dire à cet endroit-là. Quand on fera l'article 17 et 18, on verra que l'article 16, je sais pas, il est détaché, en suspens. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que il me sort par les yeux. Voilà. Merci Jean-Charles. Oui, bah c'est très intéressant ce que tu dis, puisque c'est effectivement, c'est vraiment la conséquence et la légèreté qui est sans doute souhaitée, parce qu'en définitive, on ne sait pas si c'est cette Union française, si c'est une seule chose, c'est donc seulement la France, hein, l'union des peuples, ou est-ce que c'est plutôt, ce qui pourrait être plus cohérent, je dirais, d'essayer de faire une fédération avec différents peuples, parce que sinon on n'a qu'un seul peuple, enfin ça ne tient, on ne sait plus. L'article 17 d'ailleurs continue dans cette veine. En définitive, je dirais que si on va au-delà de l'analyse formelle, je pense que en définitive, cet article 16 sert en fait à faire un genre de tromperie en disant oui, on est tous égaux, tous les citoyens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, sans aucune distinction, etc. C'est en fait une illusion soit de francisation, soit de fédéralisme, qui peuvent s'entendre, pourquoi pas, hein, à la limite. Bon, avec des difficultés énormes dans un cas surtout et dans l'autre également, mais qui fait en réalité masque le fait colonial en réalité. Et en fait, c'est une tentative de politique de légitimation du fait colonial en réalité.
C'est juste ça. Et d'où justement ces tournures un peu bizarres, un peu lunaires, et imprécises et légères que l'on trouve là. Ces articles ne sont pas faits pour rentrer en application, justement. Et donc d'où l'idée d'inefficience que j'ai pointée. Que Christian, enfin moi je le comprends comme ça. Quand tu dis, bah non, tu dis c'est pas inefficient, mais ce qu'il faut faire c'est une action. Bah s'il faut faire une action, c'est bien qu'ils sont inefficients justement, puisque ils ne s'appliquent pas. S'ils étaient efficients, il n'y aurait pas besoin de faire une action pour les faire appliquer. Ils s'appliqueraient d'eux-mêmes. C'est le principe d'une loi, c'est qu'elle n'a pas besoin d'action particulière pour qu'elle soit appliquée. Elle s'applique normalement d'elle-même. Sinon, c'est que la loi est un peu bancale. Oui, j'ajouterais que on sent que, enfin, si on fait partie justement des Antillais, enfin des Guadeloupéens et de tous ceux dont cet article veut parler, on y voit beaucoup d'hypocrisie parce que on parle d'union, ils sont insérés, il faut un article pour les insérer. Ah oui, on va quand même penser à eux dans l'écriture du préambule, mais si on est antillais, guadeloupéen, etc., on voit plus que de l'hypocrisie, on voit une espèce de cette façon de raccrocher les wagons. Moi, j'y vois même de la duplicité de la part du rédacteur. Voilà. Complètement. Christian? Oui, alors, bon, d'abord, je dirais, Jean-Charles, que les gens qui ont écrit ça, c'est pas des cancres. Tournure bizarre, non. Ils se sont dit, on va introduire la colonisation dans la Constitution. Et alors, on a un gros problème parce qu'on est un pays démocratique. Comment est-ce qu'on va faire? Et le gars lui dit, écoute, Coco, t'en dis le moins possible, les trucs plus vagues possible. Voilà, grosso modo, comment ça fait. Moi, je pense qu'il aurait fallu, il faut, traiter les articles 16, 17 et 18 ensemble. Ils parlent tous les trois de la même chose. D'ailleurs, l'article 17 parle de quelque chose qui est, à mon avis, antérieur pour la compréhension à l'article 16, à l'inversion des articles. Bref. Donc, il faut prendre ces trois articles ensemble. Bon. Ces trois articles, c'est une tentative de légitimation de la colonisation pour la justifier comme étant un truc démocratique. Donc, c'est impossible. C'est un exercice complètement impossible. Donc, forcément, ça va déboucher sur une rédaction complètement bizarre. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut voir, c'est que la différence qu'il y a entre 46 et 71. Bon, en 1946, quand ça a été écrit, il y avait un empire colonial. Donc, tous ces peuples de l'outre-mer, ça veut dire les colonies françaises, les peuples, c'est comme les métros, voilà, ça veut dire ça. Bon. En 71, c'est terminé, il n'y a plus d'empire, il n'y a plus que des départements d'outre-mer. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait modifier, encore une fois, la Constitution, que intégrer tel quel. Là, on arrive à la postériorité des trucs qui est incompatible tant qu'on met après. Bon, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a intégré comme ça la préambule 46, il fallait qu'il constate. Alors c'était le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il constate lui. Il a un rôle consultatif auprès du Conseil constitutionnel. Il aurait dû lui dire, attendez, les copains, c'est très bien d'annexer. Il y a un problème parce que ça c'est incompatible. Ce qui est écrit, c'est incompatible avec la réalité d'aujourd'hui. Bon. Donc, voilà un exemple extrêmement intéressant adjonction, ça veut dire modification constitutionnelle. Il y a eu une modification de la Constitution en 1971 qui est devenue incompatible avec des dispositions réglementaires et législatives antérieures. Et donc, ça veut dire une modification a posteriori de la Constitution, et ça, le dispositif français ne le prévoit pas. Bon. Voilà un exemple qui vient s'ajouter à la liste d'exemples qu'on est en train d'identifier.
de cette carence. Et je reviens sur l'analyse de la commission des lois par rapport à la requête de notre ami Yvan Bachot en 2018 pour la modification de l'article 3 de la Constitution afin d'y introduire le suffrage universel, enfin le référendum d'initiative citoyenne, la commission des lois disant « Ah oui, mais attendez, on risque d'avoir un référendum qui est contraire à un truc qui a déjà été constitutionnellement approuvé avant. » On est dans ce cas, on est typiquement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'en 71, bon, cette phrase n'a aucun sens. Et elle n'aurait pas dû, techniquement, pas sur le fond, mais techniquement, elle n'aurait pas dû être, disons, intégrée à la Constitution, c'est-à-dire elle n'aurait pas dû modifier la Constitution. Voilà. Et puis, dernier mot sur l'inefficience, non, voilà, bon, c'est un dialogue de sourds, parce que chacun on répète toujours les mêmes trucs. Non, lorsque tu dis c'est bien, d'abord, l'article 16, 17, 18 du préambule, c'est pas une loi, hein, c'est un article de constitution. La loi, elle décline les principes. La constitution, là, dans le cas, c'est typiquement une constitution d'ordre principiel, elle énonce des principes, et puis ensuite, d'ailleurs, ça rebondit sur la définition du mot principe. Alors, si on n'a pas la même définition du mot principe, c'est vrai qu'on va avoir deux analyses différentes. Mais si les principes sont, comme tu le dis d'ailleurs, Luc, dans ta définition du principe, quelque chose, alors, bon, moi je dis pas, c'est quelque chose, toi c'est une notion, moi c'est une proposition précise, bon, mais en tout cas, la loi doit s'y conformer. Bien, bon, donc, si la loi doit se conformer au principe, mais la loi, c'est elle qui doit être appliquée. Bon, le principe lui reste, il est intangible, il est valable. C'est-à-dire, on est tous pareils comme les métros. Bon. La loi, elle déconne. Bon, elle fait un truc contraire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la Constitution est inefficiente. Ça veut dire que les gars qui ont fait la loi ont simplement contrevenu à la Constitution et que le contrôleur des lois, a posteriori, enfin, a priori plutôt, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui, lorsqu'il y a une loi qui sort, il dit « Attendez, je regarde pour voir si c'est conforme. » Bon, il n'a pas fait son boulot, et voilà. Mais encore une fois, c'est pas une efficience de la. D'ailleurs, par essence, un principe ne peut pas être inefficient. Il s'agit de savoir s'il est appliqué ou pas. Alors, il peut être effectivement inefficient s'il est inapplicable de par son énoncé. Bon, l'énoncé du principe, les départements d'outre-mer sont les égaux en droit des métros, c'est un principe qui peut être appliqué. Je ne vois pas qu'il soit inefficient dans sa formulation, c'est ça que je veux dire. Alors, il est inefficient pour moi selon dans ce cas précis, selon les deux cas. Bon, je ne vais pas revenir sur le premier, mais puisque, comme tu dis, ça nécessite une action, donc c'est qui ne s'applique pas, puisqu'on arrive à faire des lois qui les contredisent même, et des actions qui les contredisent. Donc, c'est qu'il n'est pas appliqué, donc il n'est pas efficace. Quelque chose qui est efficace, il s'applique de lui-même. Par ailleurs, je pense qu'il est réellement inapplicable, pas pour des raisons juridiques, mais pour des raisons politiques, puisque l'égalité des droits et des devoirs n'aurait pas été acceptée par les peuples. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, puisque tu cites les Antilles, mais n'oublie pas que même en 1971, il y avait la Nouvelle-Calédonie, il y a également la Polynésie française, qui ont des statuts très différents. Alors en 71, je ne sais pas si les statuts étaient si différents que ça, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est des statuts dits très différents, avec des droits et des devoirs qui sont différents. Même la Corse, aujourd'hui, devient avec des droits et des devoirs différents. C'est-à-dire que, dans la pratique, il ne s'applique absolument... Ah bah si, complètement. L'Assemblée territoriale corse et tout ça, c'est très très différent. Pour moi, c'est très différent. Il y a des droits et des devoirs qui sont différents. Et en pratique, ça ne s'applique pas. À l'époque où c'est rentré en vigueur,
les peuples autres, sans être colonisés, ne pouvaient pas accepter que ces droits et devoirs s'appliquent de façon uniforme. Donc même politiquement, c'est inapplicable. Il n'y a pas que l'inapplicabilité, je dirais, formelle des textes, mais il y a aussi l'inapplicabilité politique. C'est quand même, en dernière analyse, celle qui est la plus importante. Juste un mot. Oui. Enfin, juste un mot. Inapplicabilité politique, pour moi, ça n'existe pas. Non, mais non. Sinon, il vit dans les concepts, notre ami Christian. Non, c'est une négation du droit. Non, mais à ce moment-là, on n'écrit rien, on n'écrit pas de droit, et puis on voit si. Ah oui, mais il est écrit le droit, Christian. Bon, non, mais. Alors, il faut dire, on a un droit qui n'est pas appliqué. Parce qu'il y a un rapport de force dans la rue qui fait que vous pouvez appliquer le droit. Bon, ok. Oh, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, les lois, aujourd'hui, les lois qui sont contestées dans la rue sont des lois qui ont été faites de façon complètement légale, qui ont été faites en impliquant les procédures qui sont prévues par la Constitution. Et la Constitution, et ces lois ont été fabriquées par des gens qui ont été élus normalement. Bon, donc, les citoyens ont élu des gens qui ont fait des lois, et au moment où ils font les lois, non, on n'est pas d'accord. Bon, c'est pas prévu dans la Constitution, ça. Les lois ne doivent pas se faire comme ça. Donc, ça s'appelle la politique, ça s'appelle le réel. Soit on est dans un état, de droit, c'est-à-dire où les choses sont faites avec ce qui est écrit, hein, soit les choses se font en fonction de rapport de force. Alors, il faut le dire, on n'a pas de constitution, on n'a pas de loi, tout dépend du rapport de force du moment. Et en fait, c'est ça. Alors, on peut dire c'est très bien, il vaut mieux, c'est pas à peine d'avoir 140 000 lois, une constitution de façon qui est au double tiroir, puisque de toute façon, c'est la loi du plus fort finalement qui s'applique, sous une forme un peu moins visible que du temps de Clovis, c'était plus visible, là c'est plus subtil, mais grosso modo, c'est la loi du plus fort. J'ai une question au sujet de l'Algérie française. Moi, je fais partie d'une génération, enfin, on est de la même à peu près. Quand on parle d'outre-mer, parlait-on en 46 d'Algérie française? Ah oui, bien sûr. Oui, on est d'accord. C'est tout ce qui est en dehors de la métropole, en définitive. C'est assez précis pour le coup, en fait. Oui. Bon, d'accord, ok. Bon, parce que ça me paraissait, enfin, il fallait faire quand même cette précision. L'Algérie. Que cet article parlait aussi, au moment de sa rédaction, de l'Algérie française. D'accord. Ok. Je ne serais pas aussi catégorique. Ah ben voilà, moi c'est la question. J'aimerais vous entendre. Dans l'Union française. Alors Jean-Charles, ça c'est une excellente question. Parce que l'Algérie, attention. C'était un département déjà, oui. C'est vraiment la France. Bon. Et c'est vrai, je pense qu'il y a une recherche à faire, à savoir si lorsqu'en 46 on parlait des départements, des peuples d'outre-mer, il y avait bien les Algériens aussi, si ce n'était pas considéré. Alors, je vous montre, je viens de faire une extraction Wikipédia avec, et donc je présente que les gens vont voir à l'écran. Hein. Alors, vous ne la voyez pas, mais l'Algérie fait bien partie de ces choses, à titre de département, effectivement, mais ça fait partie de l'Union française. Là, ce qui est défini, c'est l'Union française. Il y avait également Madagascar, toute l'Afrique noire, franco-française de l'époque, Pondichéry, Djibouti, la Polynésie, évidemment, la Nouvelle-Calédonie, et également toute l'Indochine, qui à l'époque avait un statut un peu particulier. D'accord. Bon, ben voilà. C'est vrai qu'il fallait quand même... le verront à l'écran, à la vidéo. Hein. Il y avait métropole et départements d'outre-mer, dans lesquels figurent les Antilles et l'Algérie, les territoires d'outre-mer, les territoires associés, et les États associés qui deviennent indépendants avant 1958. Donc, qui sont notamment l'Indochine, le Maroc... on parle de 46. Le Maroc et la Tunisie. On parle de 46, hein.
Oui, oui, oui. Non, mais je te dis ce que dit Wikipédia sur ces différents types de territoires. Il y a plusieurs. Non, non, mais la question c'est, en 46, quand on a écrit ce préambule, qu'est-ce qui mettait les gars dans les trucs Mais il y avait d'outre-mer? tout cela, justement. Voilà, tout ça, d'accord. Il y avait Et tout- Saint-Pierre et Miquelon. Oui, Et Kerguelen. il y avait tout ça dans l'Union française. Bien. D'accord, je voulais, c'était Oui, oui, bien oui. de Après, faire ça a cette évolué, etc., etc., etc. Ok. Voilà, messieurs, ben, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Oui, très bien. Merci